Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus si nombreux pour l'inauguration de ce nouveau cycle de conférences Design et, hébergé à la Maison de la Création et de l'Innovation et porté par la Design Factory. Cette année, on a le plaisir de proposer un programme en lien avec un fil rouge qu'on travaille en fait au sein de l'équipe et qui porte sur habiter un territoire en commun. Je reviendrai après la conférence sur les autres conférences qui seront proposées en lien avec cette thématique. Donc Design A, c'est un cycle de conférences qui a pour enjeu de faire découvrir les travaux de designers en lien avec une thématique spécifique par la présentation de projets. Aujourd'hui, donc, on a le plaisir d'accueillir Costanza Matteucci et Monica Olzac, designers et également graphistes qui vont nous présenter leur travail et puis ensuite plus spécifiquement un projet de mobilité pour lequel elles ont déployé des méthodologies de travail assez expérimentales. Et je crois savoir que cette conférence, elle la voulait assez interactive. Donc, quand vous me ferez signe, je viendrai auprès de vous pour vous distribuer le micro. Voilà, et je vais peut-être les laisser se présenter. Bonjour tout le monde. Bonjour, designers sur le terrain, c'est nous. Parce qu'on est tout terrain, parce qu'on aime être au cœur de là où notre projet se passe, plutôt que dans les bureaux. Et voilà, très rapidement, comment on en est arrivé là. Monica, si tu peux commencer. Comment on devient designer, designeuse. Donc, on va vous présenter rapidement nos parcours. Moi, je suis designeuse diplômée en design d'objets et design de produits. Et vers la fin des études, j'ai rencontré Costanza avec qui on a commencé à collaborer ensemble sur des projets qui touchent à des questions de la mobilité et aussi d'intervention du design sur des territoires. Et on a aussi on travaille sur plein de projets différents. On peut travailler aussi sur de la scénographie ou le graphisme d'exposition en parallèle. Et en ce moment, je travaille aussi en tant que designeuse intégrée dans une entreprise qui fait de l'aménagement urbain. Alors moi, j'ai eu un parcours plutôt une formation de graphiste en Italie, dans une école qui désormais ne correspond plus à rien aux critères européens, où les graphistes s'appelaient graphistes et pas designers. Maintenant, on a pu accéder à cette terminologie. Et à l'époque, les designers, c'était ceux qui faisaient les chaises. Donc, imaginez maintenant où on en est avec le design de service, le design public, etc., etc. Donc, c'est un parcours très long dans lequel j'ai pour les différents champs d'intervention. Et je dirais depuis une vingtaine d'années, je m'attache à tout ce qui est graphisme dans l'espace, dans le volume, espace public, espace culturel. Je travaille beaucoup pour les musées. Et avec ces projets sur la mobilité avec Monica, c'est vraiment un autre champ, un terrain très grand qui s'ouvre. Parce que ce qui est intéressant dans ces territoires-là, c'est qu'on n'est pas seul, en tant que designer, à proposer un projet, mais il y a beaucoup d'interactions avec les habitants, avec les commanditaires, etc. Et je pense que aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse de décortiquer avec vous. Donc, comme Caroline a dit, vos interventions sont plus que bienvenues. Vous êtes peut-être tous étudiants en design, mais peut-être pas que. Je pense qu'il y a d'autres casquettes. Donc, n'hésitez pas, de votre point de vue, à contribuer à cette conversation plus qu'une conférence. Juste peut-être pour avoir une visibilité, est-ce qu'il y a des non-designers dans la salle et qui lèveraient la main pour qu'on voit un peu la proportion? Il y a beaucoup de designers. Merci. Peut-être la première question qu'on voudrait vous poser, c'est est-ce que vous avez une idée qu'est-ce que ça peut être le design de la mobilité? Est-ce que quelqu'un aimerait prendre la parole? Vous allez voir qu'on a pris le terme un sens très large, donc il y a beaucoup de réponses possibles. Une idée de comment le design peut se mettre au service des projets autour du déplacement, la mobilité? Oui, bonjour. Alors pour moi, le design peut créer ou doit créer une certaine harmonie et souvent entre les différents modes d'usage des mobilités, bien qu'on soit tous à la fois piétons, cyclistes, automobilistes et autres, on prend des postures hein, qui font que l'harmonie est un peu rompue. Donc j'imagine que en tant que designer, vous essayez de recréer une harmonie pour que tous les usagers puissent cohabiter dans l'espace public
et se mouvoir sans heurts. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Peut-être qu'on peut. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir? Ce qu'on vous propose, c'est de dérouler 4 projets différents qui abordent des manières différentes d'aborder les designs pour ces questions de déplacement, usager, mobilité à des échelles différentes. Le premier exemple, Vialps. Vialps, c'est un projet transfrontalier qu'on a mené en partenariat avec plusieurs communautés de communes qui sont situées à la fois en France et à la fois en Italie. Ce projet, donc l'objectif de ce projet, c'était de créer un itinéraire destiné à des cyclistes et on était missionné pour créer une identité visuelle de ce parcours. Donc le parcours existe déjà parce que les cyclistes vont le parcourir sur les routes déjà existantes. L'idée, c'est de le donner à voir par un signe qui serait reconnaissable sur ce parcours par ailleurs parcouru par des voitures, par des... Voilà, donc un projet, on va dire, assez classique. On travaille sur une identité visuelle, un logo, des couleurs, des choix typographiques qui seront aussi ensuite appliqués sur de la signalétique, mais aussi des documents de communication, comme ici, vous pouvez voir une carte que nous avons conçue pour ce projet. Donc, vous pouvez voir justement l'itinéraire en vert avec des variantes avec le tracé plus fin. Voilà, donc l'idée c'était de donner à voir ce parcours-là, montrer des points importants qui se situent dans les alentours, des services aussi qu'on peut retrouver sur le parcours, des gares, des endroits pour dormir, voilà, des endroits à découvrir aussi sur ce trajet-là. Et si on doit déterminer dans ce projet le nœud critique, qu'est-ce qui a été compliqué? Quel était l'enjeu, selon toi, pour l'avoir? Alors, dans ce projet, on a eu beaucoup d'acteurs différents, que ce soit les Français, les Italiens. Le nœud, je pense que le nœud, c'était de proposer une identité qui convienne à tout le monde. Et ensuite, oui, donc, ce qui est très spécifique quand on crée des identités visuelles et des chartes, c'est que une fois notre mission, nous, on détermine, on va dire, des règles du jeu graphique. Une fois cette mission finie, c'est d'autres personnes qui vont reprendre notre charte et décliner ces outils sous différentes formes, formats, supports. Donc, en fait, ce qui est toujours compliqué, c'est de construire notre projet de manière à ce qu'il puisse être repris par d'autres personnes par la suite, voilà, et qui puisse perdurer aussi dans le temps sans notre intervention. Voilà. Donc, on doit s'adapter aussi à des outils différents. Nous, par exemple, ici, la contrainte, c'est qu'on savait que des personnes par la suite vont utiliser plutôt des PowerPoint, des Word, donc des outils graphiques pour lesquels on n'a pas habitude, nous, de travailler. Nous, on travaille plutôt avec la suite Adobe, avec des outils vraiment poussés. Ouais, des outils de designer. Donc, à un moment, il faut se poser la question, OK, mais comment ces outils-là vont être repris par des personnes qui ne connaissent pas ces outils graphiques-là. Donc, à un moment, il faut tout repenser pour que ça soit facilement modifiable sur Word ou PowerPoint, par exemple. Moi, je dirais une autre difficulté, c'est l'impalpabilité de ce projet physique, parce que voilà, les routes sont là, ils sont parcourus par tout le monde, et subitement, il y a quelque chose qui se superpose. Donc, comment cette chose qui se superpose ne perturbe pas le trafic normal et en même temps fait un signe suffisamment fort pour que ça fasse une unité de parcours. On passe sur une autre échelle de projet, qui est un projet qu'on a mené à Saint-Quentin-en-Yvelines, dans la région parisienne. C'est un projet qui est très spécifique aussi, c'est un projet programmatique, c'est-à-dire qu'on arrive en phase, donc on travaille avec des paysagistes et on arrive à un moment où on conçoit le projet, on l'imagine, sans arriver à la production finale du projet. Okay. Donc, avec les paysagistes, nous avons imaginé un parcours qui est destiné plutôt pour des personnes, pour des piétons, qui peuvent parcourir les 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines pour découvrir différents paysages
euh, qui crée la richesse du patrimonial de ce territoire-là. Ici, la problématique qu'on a rencontrée, c'est une grande diversité de signalétique déjà existante sur le site. Donc, il y a cette photo qui montre bien la problématique qu'on a retrouvée sur le site. On a plusieurs signalétiques existantes qui se superposent. Et nous, il va falloir qu'on rajoute une autre en plus. Donc, voilà, comment exister dans cette richesse visuelle que deux fois on va appeler pollution visuelle, sans enlever ce qui existe déjà, puisque comme on a constaté avec des paysagistes, cette richesse-là, c'est pas que des contraintes, c'est aussi quelque chose qui montre la richesse du territoire. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'actions existantes, des associations, des forêts, voilà, qui organisent leur propre signalétique. Et nous, comment on peut s'intégrer là-dedans sans enlever, sans annuler tout ce qui est déjà présent. Donc voilà, on a parcouru nous-mêmes à pied, en vélo, l'ensemble du territoire. On a rencontré ces paysages très variés qui passent des forêts bois, des paysages plutôt naturels, mais aussi on passe par la gare de Saint-Quentin, donc des environnements urbains, des environnements agricoles. Et ça, c'est une autre difficulté qu'on a rencontrée, c'est comment une signalétique peut s'inscrire dans cette diversité de paysages très, très variés. Et ce qu'on propose à la fin, c'est qu'une intention, voilà, c'est une esquisse, c'est une intention, c'est de proposer un système de bornes qui sont des plots en pierre locales avec des plaquettes qui, dans l'objectif, c'est de montrer des éléments patrimoniaux qui se situe dans la proximité de cette borne-là. Donc, l'idée, c'était de sortir du panneau qu'on a l'habitude de voir. En fait, la signalétique, habituellement, c'est des panneaux. Il se situe à des hauteurs différentes, de tailles différentes, de couleurs différentes. Et donc, pour proposer quelque chose de différent et de pérenne aussi dans le temps, on a voulu travailler avec de la pierre et du métal pour des interventions assez discrètes qui ne sautent peut-être pas aux yeux, mais qu'on peut retrouver tout au long du parcours. C'est aussi un élément qui s'inscrit facilement dans un environnement naturel, parce qu'on a déjà l'habitude de poser des bornes. Vous voyez peut-être des bornes royales qui étaient situées sur des croisements de routes. Donc voilà, c'est le même système. Et la pierre et le métal, c'est aussi des éléments qui s'inscrivent facilement dans le milieu urbain. Voilà. Et donc, ce projet-là, aujourd'hui, c'est une intention, c'est-à-dire que par la suite, ce dossier va être repris par d'autres designers et paysagistes et ils vont la réinterpréter et mettre en place dans un futur proche ou lointain en fonction des envies politiques. Et surtout sur une échelle très grande, combien de kilomètres on a fait une centaine de kilomètres. Donc, le parcours, c'est une centaine de kilomètres. On parcourt 12 communes. La difficulté aussi, c'était de travailler avec autant d'acteurs, c'est-à-dire dans 12 communes, il y a à chaque fois 12 décisionnaires, des agents techniques, on traverse des environnements de type bois qui sont gérés par l'ONF, par des parcelles privées, par des voies nationales, départementales. Donc la grosse problématique aussi, c'était de comment communiquer avec l'ensemble des acteurs. Et là, on a travaillé avec des ateliers participatifs très nombreux pour pouvoir avancer tous ensemble et déterminer la bonne solution pour tout le monde. Et ce projet, il va être assez complexe aussi par la suite, puisqu'il va falloir coordonner les 12 communes simultanément pour déployer ce projet. Mais c'est encore en cours d'études. simultanément, ou alors prévoir un échelonnement qui permette à chacun de trouver les fonds pour faire son morceau et de garder la cohérence sur on ne sait pas combien de temps. On sait pas déjà, l'étude, elle a duré 3 ans, donc c'était vraiment une étude très, très longue. Il y a des temps politiques aussi qui rentrent en jeu. Donc pour le moment, on est en stade de dossier d'intention, de programmation.
Et ensuite, on verra si l'année prochaine, dans un an, il y aura des fonds pour pouvoir continuer ce projet, le déployer. Voilà. Tu as parlé d'ateliers collaboratifs avec les administrateurs. On verra par la suite qu'on fait aussi des ateliers collaboratifs plutôt avec les usagers. Mais les deux ont le même niveau d'importance et des fois de ténacité. C'est un projet qui se déroule à l'échelle d'un quartier, le quartier de la manufacture à Saint-Étienne, où il y a installé la Cité du Design, l'école de design. C'est un projet qui date un peu. On était un peu au début, l'école est installée depuis 5-6 ans, mais le quartier autour est encore très mixte entre professionnels, friches, écoles, etc. Donc, l'idée de la signalétique, c'est de déjà permettre au public de s'aventurer dans cet espace qui est en même temps clos, parce qu'il y a encore les bâtiments de la manufacture, et ouvert parce que tout ce qui était mur est tombé. Et on le traverse pour aller de la place Carnot à la faculté, de l'école à chez soi, etc., etc. Donc ça reste un lieu plutôt énigmatique. Les gens qui connaissent font leur route, mais toutes les personnes qui sont invitées, qui viennent pour voir un client ou un professionnel, sont souvent perdues. Donc, on peut expliquer, je ne sais pas si tout le monde connaît la ville de Saint-Étienne et ce quartier-là, mais donc à Saint-Étienne, il y a des anciennes manufactures d'armes qui aujourd'hui ont été transformées en école d'art. Et le quartier du design, quartier manufacture, qui abrite aussi des bâtiments destinés aux professionnels, beaucoup spécialisés dans le design, des architectes, la cité du design également. Donc, c'est un quartier des salles d'expo. Oui, emblématique de Saint-Étienne. Et voilà, ce travail porte sur ce quartier. Donc, il est en même temps monolithique et éparpillé parce que plein d'interventions, intersections, d'activités différentes. Donc, on nous a demandé de faire une signalétique expérimentale, c'est-à-dire qu'on devait travailler sur la carte, sur le positionnement, sur le mobilier, sachant que c'est un mobilier qui allait durer 5 ans, pas plus. Bon, ça a duré un poil plus. Le temps qu'on s'habitue à cette signalétique, qu'on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc, une espèce de test grandeur nature sur cette carte qu'on a proposée, qui ont un côté subjectif. Là, je vous en présente 3, le plan large, à l'échelle du quartier, puis à l'échelle de moi, sur cette place, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je cherche. Le travail, ce n'est pas limité aux cartes. L'idée, c'était de venir se greffer sur du mobilier existant, sur des situations architecturales et urbanistiques existantes, avec un signe identifiable qui a travaillé sur la couleur, cette couleur jaune, et sur ces cartes subjectives. La carte n'étant pas tout, on a voulu aussi avoir 2 types d'interventions un peu plus à grande échelle, qui ouvraient les portes du quartier. Donc, la passerelle peinte en jaune, c'est une passerelle qui existe déjà, mais qui fait appel avec ces petits phares colorés. Et puis des interventions murales pour essayer de voir quel est le nom de ce quartier. Je pense que ça a changé, c'est plus quartier créatif manufacture, mais c'est devenu pôle, un mot anglais en plus. Et ces objets-là que vous voyez, donc c'est des mobiliers qui ont une girouette en hauteur. On s'est dit que dans ces étendues qui sont des fois où c'est difficile à voir au loin parce qu'il y a des grands immeubles, ou alors c'est des esplanades très grandes, d'avoir un objet en mouvement au loin, faisait signe et disait venez voir qu'est-ce qu'il y a en dessous au niveau d'information, c'est là que vous trouverez votre information. Et si vous êtes attentif, vous vous êtes rendu compte qu'on devient de plus en plus petit. On est parti de l'interrégional, 2 États, une communauté commune, un quartier, et là on vous invite à rentrer dans une médiathèque. On considère que c'est encore du design de la mobilité, parce qu'il y a du public, des différents publics qui font des choses différentes dans un espace qui est identique, celui d'une bibliothèque. Donc 2 publics, les bibliothécaires qui organisent les flux et les usagers qui viennent pour chercher l'information et pour passer un moment avec leurs besoins, les toilettes, rentrer, sortir, prendre un livre, etc. Archeguedon, c'est une ville de la ceinture parisienne, plutôt vers Marne-la-Vallée. Donc c'est une ville qui a connu un passé plutôt florissant quand elle était isolée, qui a été englobée dans les grands Paris, qui est devenu un peu un quartier dortoir et qui aujourd'hui, du fait du Grand Paris qui s'éteint, acquiert de la valeur et dans laquelle les administrateurs investissent pour réhabiliter des bâtiments qui sont là depuis les années 70-80. C'est le cas de la bibliothèque, qui est une architecture vieillissante.
et qui a été réaménagée et refaite au goût du jour avec un plaquage de bois différent. Vous pouvez les voir, c'est très souvent les architectes, plutôt, de façon plutôt maligne, viennent habiller un vieux bâtiment et ça lui change complètement la tête. Et donc, c'est un travail qui a été fait avec des morceaux de bois de couleurs différentes. Donc, on a voulu travailler sur l'idée de cet assemblage de petites formes, de pixels. Et on a créé un vocabulaire de logotypes, pardon, des pictogrammes, avec ce pixel qui rappelle cette façade. Vous pouvez voir ici un plan, comment on s'oriente pour chercher ce que je cherche, et la déclinaison d'un des fresques qui se trouve dans 3 endroits différents de la bibliothèque. Voilà, donc du très grand au très petit, on bouge toujours, on cherche toujours sa direction. Oui, donc on arrive peut-être à la question. Bon, là, on vous a présenté des projets où la participation était encore peut-être timide. En tout cas, le designer prenait la place importante dans la conception. Et on arrive peut-être à une question, qu'est-ce que le design participatif et donc comment on peut concevoir un projet différemment en invitant le public, les acteurs à intervenir de manière peut-être plus active dans le projet. Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce que le design participatif? Donc, on avait, par exemple, peut-être à Saint-Quentin, c'était un projet, on commençait peut-être à parler de cette question participative, puisqu'on invitait des acteurs locaux à des réunions et pendant ces réunions-là, on se questionnait qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment construire le projet, le dérouler dans le temps. Et cette participation, elle peut s'étendre aussi sur des usagers. Donc, est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir ou est-ce qu'on déroule? Oui. Oui, en fait, ce qui est bien dans le design participatif, c'est qu'on intègre l'usager ou d'autres publics pour la création de signes ou d'images ou de réflexions sur une mobilité. Et moi, je pense que ce qui est bien dans le design participatif, c'est quand réellement on prend en compte l'usager et qu'on ne dise pas que c'est un effet de mode. Parce que souvent, on dit aussi dans des projets, on fait du design participatif, donc ça fait bien pour la ville. On fait venir des gens, mais on s'en fout de ce qui est entre guillemets, on s'en fout du résultat. Et ça, c'est le truc que je déteste moi le plus, parce que j'ai eu des exemples. Mais je pense que c'est bien quand le designer lui-même, il est là et il prend en compte ce que réalise l'usager et qu'il l'exploite jusqu'au bout sans le laisser de côté. Voilà. Tout à fait. Vous avez devancé notre conclusion. On peut arriver à la conclusion. Oui, donc, oui, tout à fait. C'est vraiment ça. Je pense que le design participatif, c'est vraiment une manière de construire le projet dans lequel on remet vachement en question la place du designer dans le déroulement. Et c'est ce qui s'est passé dans le projet qu'on va vous raconter par la suite. Donc, qui est un projet de la mobilité douce dans la vallée du Dorlay. Et justement, la demande initiale a été de construire un projet participatif, puisqu'en effet, c'est une notion à la mode. Et voilà. Ils ne savaient pas où ils mettaient les pieds. Ouais, ils ne savaient pas, oui. Je te laisse. Donc, Monica et moi, on vient de Saint-Étienne. On est établi à Saint-Étienne, Monica à Lyon depuis 1 an, donc c'est juste de l'autre côté de la vallée du Rhône. C'est une zone que, vous savez peut-être, était très connue pour l'industrie textile, tissage, rubannerie, tressage, etc. Et la vallée du Dorlay, très spécifiquement, était occupée par des usines de tressage, dont il reste quelques vestiges architecturaux transformés, d'autres en ruine et un petit musée, le musée des Tresses et Lacets, qui fait encore fonctionner une 50aine de machines avec une came centrale. Donc, c'est des choses, on les voit peut-être pas là, on les verra après. C'est des machines 19e avec en bois qui fonctionnent encore tout à fait. Et cette vallée qui était vraiment très riche en mouvement, en ouvriers, etc., subitement, vers les années après-guerre, a petit à petit périclité. Donc, elle s'est vidée de ses habitants, de ses ouvriers, et est devenue une petite vallée résidentielle avec des habitants qui utilisent essentiellement leur voiture pour se rendre travailler ailleurs et qui rentrent le soir dans un relatif isolement parce que voilà, il y a
des résidences, mais c'est la seule chose, quelques écoles dans 3 villages. Donc c'est une vallée qui est parcourue par beaucoup de voitures et le parc du Pilat, dont elle fait partie, a décidé à un moment donné d'essayer d'investir en force humaine et économique pour créer un pôle qui pourrait s'attaquer à ces questions qui sont qu'est-ce qu'on fait de notre patrimoine, qu'est-ce qu'on fait de notre économie défaillante et qu'est-ce qu'on fait de ce vallée qui est parcouru par les voitures à foison, laissant les habitants au fond plutôt isolés. Et oui, c'était un contexte particulier parce qu'à la fois, on est très proche des grandes villes. On est à 50 km de Lyon, de Saint-Étienne. Et à la fois, c'est un espace isolé. C'est-à-dire que les transports en commun n'arrivent pas jusqu'à la vallée. Il y a peut-être un bus qui passe un matin, le soir, pour ramener les enfants à l'école. Mais donc les habitants, ils n'ont pas d'autres alternatives que se déplacer en voiture puisque la majorité travaille dans les grandes villes à côté. Et ce projet, donc, il a été proposé par la métropole de Saint-Étienne dans un contexte post-Covid où, quelque part, les gens étaient relégués dans la vallée et qui ont essayé plus ou moins de trouver de façons de continuer à rester en contact et de s'approvisionner, qui ont développé un réseau social plutôt important. Donc, quand on arrive sur place, il y a eu déjà un travail de préparation, un travail d'enquête qui a révélé ces problématiques de la mobilité. Et on trouve plein d'initiatives qu'on verra plutôt dans le détail qui ont aidé pendant ces mois-ci à faire ainsi que les anciens ne soient pas isolés, qu'on continue à les amener chez le médecin, chez le coiffeur, qu'on continue à s'approvisionner. Il y a eu un AMAP qui s'est créé, une distribution, des achats collectifs, une solidarité. Il y a un numéro téléphonique qui tourne où tu peux appeler si tu as besoin, quelqu'un te descend en ville, etc. Il y a un WhatsApp qui reste. Et donc, on rencontre des interlocuteurs qui sont très aguerris sur cette question. Et nous, en tant que designers, qu'est-ce qu'on fait? Oui, oui, je pense que aussi cette question institutionnelle, elle est importante. Donc, en fait, on est financé par deux institutions. La première, c'est la ville, enfin Saint-Étienne Métropole, qui a justement détecté des problématiques à résoudre autour de la mobilité et l'isolement de ce territoire. Et l'autre institution, c'est la ville créative UNESCO, qui est c'est un projet européen qui regroupe plusieurs villes à l'échelle européenne qui ont une activité dans le design et qui ont monté le projet qui s'appelle Smoothies. C'est faire du design dans les endroits reculés. Oui, c'est ça. Remote place. Et donc, c'est la thématique d'un travail sur 5 ans qui a lieu dans une douzaine de pays différentes et ça tombe sur nous. Oui, et donc la ville du Dorlay, travaillons sur la mobilité. C'est ça, donc il y a Saint-Étienne Métropole qui va s'allier avec la ville de design UNESCO pour proposer un projet commun participatif, puisque c'est la demande aussi initiale de ville de design UNESCO qui expérimente avec le design participatif et donc il s'adresse à nous pour construire ces projets. Et donc, comme Costanza a commencé à dire, on arrive sur place et on commence à rencontrer du monde, on parcourt tout le territoire nous-mêmes, à pied, à vélo, en stop, puisqu'il se trouve qu'on n'a pas accès à la voiture. Donc, en fait, on se met dans la même situation que les habitants sur place. On rencontre les mêmes problématiques, voilà, et on commence à cartographier un réseau d'acteurs et d'actions existants sur place. Et là, on se rend compte que il y a un réseau qui est immense et déjà existant. Donc, il y a une association qui propose un groupe de réflexion autour de la mobilité avec un certain nombre de bénévoles qui réfléchissent déjà à la question. Il y a un taxi solidaire qui sont des habitants, une action locale et citoyenne, des habitants qui proposent à des personnes en difficulté de les amener voir le médecin, la pharmacie, faire les courses de manière bénévole. Il y a le parc du Pilat qui propose l'autopartage, autrement dit, ils mettent à disposition les voitures pour des foyers, en fait, une voiture pour plusieurs foyers. C'est un programme qui est intéressant parce que c'est le parc du Pilat qui va s'occuper des questions d'assurance, par exemple automobile, donc très très avantageux pour les habitants.
Il y a des covoiturages qui s'installent avec un groupe WhatsApp et des habitants qui s'organisent entre eux pour aller ensemble au travail, amener les enfants, faire des activités. Et on peut énumérer les actions qui sont déjà là. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on se pose la question, bon, qu'est-ce qu'on va faire ici alors que tout est déjà en place? Et donc, voilà, c'est la question qu'on se pose et qu'on vous pose aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'un designer peut faire dans un réseau qui est déjà existant, un écosystème, un vrai écosystème qui est déjà mis en place, et comment on peut se rendre utile là-dedans Et ne pas faire des dégâts. et ne pas faire de dégâts. Alors oui, donc en fait, on arrive sur place et on se rend compte que il y a déjà plusieurs événements locaux qui sont prévus dans le calendrier, euh, dont on va vous les présenter par la suite. Et donc, on propose une méthodologie un peu circulaire. Donc, tout d'abord, on veut organiser des ateliers avec des participants. On veut rencontrer du monde sur place pour discuter des problématiques qu'ils ont, déterminer les enjeux, les besoins, prendre des décisions ensemble. Ensuite, la phase rouge, qui est un moment de création. C'est là où on va concevoir des choses, dessiner, produire, voilà. Et ensuite, en bleu, les moments des événements. Et on va déployer des choses, on va vous montrer, pour les tester in situ. Et en fait, là, vu qu'il y a plusieurs événements, on va travailler de manière circulaire. On va passer avec le premier événement, on va tirer des conclusions, faire de nouveau des ateliers participatifs pour discuter avec les habitants, voir ce qu'on peut améliorer, faire différemment. On va de nouveau produire des outils et de nouveau les tester. Donc, ce cycle-là, il se fait 3 fois avec 3 événements. Je te laisse. Le workshop. Donc, on avait un public captif qui appartient à l'atelier mobilité des nouveaux ateliers du Dorlay, donc une association qui s'est installée pour développer la mobilité, s'occuper du patrimoine et essayer de revigorer un peu l'activité textile via d'autres interventions. Donc, on se réunit, on travaille beaucoup sur les cartographies, sur une cartographie subjective, comment les gens se déplacent dans cette vallée, quels sont leurs itinéraires selon leurs activités. Et on découvre qu'on ne fait pas la même route selon l'activité qu'on va faire. Par exemple, je me rappelle Cécile qui avait un parcours tout à fait spécifique. Elle faisait à vélo électrique pour aller à son sport le soir, mais c'est un trajet qu'elle n'emprunterait jamais pour aller travailler. Donc, les mobilités sont différentes selon les personnes, selon leurs besoins. Et on essaie d'organiser tous ces données par des rencontres régulières, avec des questionnaires, avec des cartes, avec des projections vers le futur, des retours dans le passé. Donc, c'est tous des outils qu'un designer commence à construire pour soi-même. Et on se rend compte qu'effectivement, les besoins des habitants, c'est pas les mêmes besoins des administrateurs. C'est que les temps sont différents. Les participants à nos ateliers, les habitants, sont vraiment dans le temps court, même si c'est eux qui vont rester plus longtemps sur le territoire. Les politiques ont un temps très long, 5 ans, disons, ça s'arrête là. Et le travail du designer devant ces demandes qui sont peut-être discordantes, on va devoir découvrir quel est notre rôle. Donc déjà, on est probablement dans les ateliers, c'est qu'on découvre, c'est que le rôle, c'est de clarifier les choses qui sont dites. Des fois, on dit des choses, mais si tu n'as pas quelqu'un qui te les répète, peut-être formulé différemment à l'extérieur, tu ne te rends pas compte que tu as émis une exigence ou que tu as souligné un problème. Donc ça, on s'est rendu compte qu'on pouvait être utile dans l'écoute et dans la retransmission de ce qu'on avait entendu. Oui, parce qu'en fait, je pense qu'ils avaient des besoins, des objectifs qui existaient déjà avant qu'on arrive, mais on s'est rendu compte que nous, on peut les aider à les formuler de manière claire et aussi de transmettre ces besoins-là et ces demandes plus loin vers des collectivités locales pour faire entendre en fait leur voix.
Donc voilà, on est là pour, par exemple, on a détecté quels sont les impératifs habitants. C'est tout d'abord, ils veulent faire communauté. C'est-à-dire que pour eux, c'est important de faire croître la communauté mobilité pour montrer à l'ensemble des habitants qu'on peut se déplacer différemment. C'est des gens qui vont utiliser du vélo musculaire ou électrique. C'est des gens qui vont partager la voiture, qui vont organiser toutes les actions sur place. Et donc, c'est important de faire croître ce mouvement existant pour justement donner l'exemple aux autres, ne pas peut-être imposer des choses, mais plutôt montrer, voilà, nous on le fait, c'est possible. Et, euh, et, euh, et agir aussi proportionnellement en force, on va en parler par la suite. Et par exemple, pour nous, pour les designers, si c'était important de faire un projet utile, améliorer la visibilité, c'est-à-dire aider les habitants à communiquer sur des projets existants. Euh, et enfin, pérenniser les actions, c'est-à-dire que nous, on savait que notre intervention sera limitée dans le temps. Il va falloir qu'on construise des outils, qu'on laisse à disposition des habitants pour que après ils puissent être, je veux pas dire autonomes parce qu'ils étaient déjà autonomes sans nous, mais qu'ils puissent s'emparer de ces outils-là pour les poursuivre, voilà, continuer dans le temps. Donc, la première réponse, c'est il faut qu'on vous rende reconnaissable. Donc, il faut que vous puissiez vous reconnaître entre vous et que le fait de vous reconnaître en tant que communauté donne envie à d'autres habitants de s'intégrer, de s'intéresser, de demander qu'est-ce que vous faites avec cette virgule rouge sur la tête. C'est un peu ça. Donc voilà, on a déterminé un certain nombre d'outils très concrets que par la suite on a produit, dessiné et produit. Dans, par exemple, cette carte qui commençait avec des gribouillages sur des cartes, voilà, des ateliers participatifs. Et en fait, à la fin, on a obtenu cette carte-là qui sont des itinéraires, les meilleurs itinéraires proposés par des habitants locaux avec des petites bulles qui expliquent pourquoi j'aime bien prendre cet itinéraire. Il prend tant de temps, c'est tant de kilomètres, c'est plutôt adapté à la marche à pied, en vélo, mais attention, plutôt électrique. Voilà, pour communiquer en fait sur ces itinéraires-là existants et testés sur place. Donc, cette carte, on l'a utilisée la première fois très alors, c'est ça? C'est ça, il y a eu 3 versions de ces cartes et donc la première carte, on va en parler après peut-être. Ah, je vous parlais des machines pour faire les tresses, donc vous les voyez ici. C'est des bobines qui dansent entre elles et qui, au centre, produisent cette natte. On s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on puisse utiliser cette technique pour dire quelque chose. Et on a conçu donc 2 lacets de la mobilité. Et ces 2 lacets, c'est du data design, c'est-à-dire qu'ils mettent en forme des pourcentages de 2 questions. Un, comment les gens dans les zones rurales se rendent au travail et comment les gens dans des zones rurales partent en vacances. Donc la quantité de fil rouge plutôt que du bleu, etc., indique combien de gens prennent l'avion plutôt que partent à vélo pendant leurs vacances ou combien de gens utilisent la voiture plutôt que aller à pied au travail. Donc c'est lacet, bien sûr, c'est un objet qui fait envie d'avoir, que les gens mettent, mais c'est surtout l'occasion d'échanger avec la personne à laquelle tu donnes ce lacet sur ces 2 questions. Comment tu bouges? Et bouger, c'est pas juste voilà, j'ai choisi la voiture plutôt que d'aller à pied. Parler de la question de comment aller au travail, on parle aussi de l'urbanisme. Comment ça se fait que les gens doivent habiter à 60 km de leur zone de travail? Pourquoi il n'y a pas du travail dans une vallée qui est reculée, qui pour autant on en avait? Donc c'est vraiment un objet prétexte par le biais de ce lacet qui est produit sur place dans les machines de la maison des tresses et lacets pour ouvrir ces discussions. Donc c'est un outil qui a été utilisé beaucoup et qui a ouvert plein de retours plutôt intéressants. Enfin, la 3e production, qui était celle de la signalétique, cet objet-là a produit des dissonances fortes entre la population locale sur place et justement la demande des commanditaires.
Donc, on réalise, on se rend compte, avec de multiples échanges, que la demande initiale n'est pas juste de donner un coup de pouce à de la population locale, mais aussi produire quelque chose, un événement qui soit visible à l'échelle de la métropole. Donc, on nous demande d'organiser des balades à vélo et à pied qui sont destinées au public extérieur, donc des visiteurs, afin qu'ils puissent venir dans la vallée du Dorlé et découvrir le patrimoine, la richesse du patrimoine local. Donc, on produit également cette signalétique et qu'on va tester lors des 3 événements. Voilà, donc on peut dérouler sur les... Je ne sais pas si tu veux encore rajouter... Non, c'est juste le petit coin du designer. Donc, il y a ces deux lacets qui se tressent. Le lacet bleu, c'est le Dorlé. Donc, c'est la rivière qui a alimenté toutes les usines de textiles. Et l'autre, la flèche rouge, c'est cette route qui serpente croisant la rivière. Et donc, il y a 3 types de patrimoine, un patrimoine naturel, architectural et la galoche. La Donc, galoche. peut-être qu'on a omis de vous parler. C'est une oui, on va peut-être vous expliquer. Donc, pourquoi on parlait de la mobilité dans cette vallée? C'est puisqu'il se trouve qu'à l'époque industrielle, il y avait un petit train qui s'appelait la galoche, qui amenait des travailleurs, des ouvriers depuis Saint-Étienne jusqu'à la vallée pour qu'ils travaillent dans les usines. Et ce petit train, il a eu une petite durée de vie avec pas mal d'accidents et il a enfin été fermé. Mais c'était un peu un point de départ de toute cette réflexion autour de la mobilité. Et en fait, nous, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que on avait du mal à accrocher ce sujet de la galoche à cette thématique qu'on a abordée sur place. Surtout parce que de la galoche, il reste rien. Il y a un viaduc, il y a peut-être un reste de tunnel. Et donc, c'est une espèce d'objet mythologique, mythique, qui est resté dans les têtes des administrateurs, mais qui ne fait aucun sens pour les personnes qui habitent dans cette vallée, parce qu'il n'y a plus d'industrie, parce qu'il n'y a plus de train depuis 100 ans. Mais cette galoche un peu touristique, imaginaire, fantôme, c'est un fantôme, c'est un train de fantôme, et il est encore très présent comme garantie culturelle et touristique qui pourrait être relancée, qui pourrait faire venir plein de monde, sauf que ça n'a rien à voir avec la vie quotidienne des habitants sur la vallée. Et donc, voilà, je pense qu'il y avait ces rails fantômes qui nous empêchaient effectivement de pouvoir se balader librement dans cette vallée et dans notre projet. 3 événements. Le premier, Tresse alors, donc c'était une journée de conférence autour du textile. Organisée par les nouveaux ateliers du Dorlé, donc l'association qui s'occupe de la promotion du patrimoine vivant autour du textile. À ce moment-là, nos premiers tests, on a installé un petit stand autour de la mobilité, une première cartographie avec laquelle on a invité les habitants à venir nous partager leurs trajets, temps de trajet, moyens de transport. Voilà, une première identité visuelle qui commence à se mettre en place. Avec les deux vertes et le tram verte et bleu qui se croisent. Deuxième, qui est un workshop organisé par l'école de design de Saint-Étienne à destination des élèves qui viennent passer une semaine dans la vallée. Et donc, à la fin de la semaine, il y a un moment de restitution des travaux des élèves. Et en fait, on en profite pour inviter le public à venir dans la vallée par autre moyen de transport que la voiture. Donc, on distribue les cartes et on dit, voilà, si vous voulez venir en train, en bus, à pied, en vélo, c'est ça les trajets qu'on vous conseille. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui s'est pris au jeu et voilà, qui a testé les trajets et qui nous a fait des retours sur cette carte-là. Donc la base de la carte reste toujours la même, mais une surimpression, on vient ajouter, selon les événements, d'informations supplémentaires plus spécifiques. Donc le dernier événement, c'est les Journées du patrimoine,
Les journées du patrimoine ont mobilisé pas mal de monde, les bénévoles de l'atelier mobilité, mais aussi la métropole s'est débrouillée pour mettre à disposition une vingtaine de vélos électriques à partir des gares qui sont en amont, en aval. Et on a ramené pas mal de personnes dans la vallée pour la journée. Oui, c'était des balades comptées, des balades où on découvrait les patrimoines, où justement on a déployé la signalétique que vous avez vu avant, les panneaux qui signalaient chaque élément patrimonial important. On s'y arrêtait, on racontait des histoires. Et puis à la fin, on a fait une visite aussi du musée des tresses et lacets et on a mangé tous ensemble sur la place dans la vallée sur la terrasse, à la terrasse sur Dorlay. Et on s'est encore débrouillé pour faire un questionnaire pour que les gens nous disent encore des choses Oui, sur la carte. oui. Et donc, pour retracer un petit peu l'historique du projet, donc, qui a duré, bon, ici, c'est presque un an, mais en fait, il s'est poursuivi par la suite. Donc, à chaque fois, vous voyez des actions vertes, c'est des moments collaboratifs qui s'entrecroisent avec des moments rouges, moments de production d'outils et des moments bleus qui sont des événements. Et donc, c'est vrai que on peut revenir sur cette question de participation qui a été très forte dans les premières phases du projet, dans lesquelles on s'est concentré sur les besoins des habitants sur place. Et petit à petit, les forces s'essoufflaient. Dès qu'on a commencé à parler des questions patrimoniales, des questions touristiques, de comment, comment faire venir le public extérieur dans la vallée, les habitants locaux, ils étaient beaucoup moins engagés dans le projet. Et on s'est retrouvés entre deux feux, c'est ça, entre les habitants qui avaient une autre vision du projet, les commanditaires qui en avaient une autre, et nous, on essayait de faire au maximum pour tout le monde. C'est pour ça que ce projet, il a été déployé sous forme de plusieurs outils, parce qu'en fait, on voulait satisfaire tout le monde. Donc, à la fois, on a fait une identité visuelle, des objets de type t-shirt, des objets de médiation qui sont vraiment à destination du public local pour parler de la mobilité entre eux dans la vallée. Et à la fois, donc, on a conçu la signalétique et des événements à destination d'un public extérieur pour découvrir le patrimoine de la vallée. Oui, il y avait aussi, on s'est aussi rendu compte que les bénévoles sur place, enfin, le travail qu'on a mené, donc qui a duré un an, il a été extrêmement intense pour le public sur place. Donc, c'est uniquement des bénévoles avec chacun une vie, une famille, du travail, des projets à côté. Et en fait, nous, on a quand même demandé une participation assez intense. Donc, et c'est aussi peut-être pour ça qu'au fur et à mesure, la présence des habitants était de moins en moins forte ou impliquée dans le projet. Et donc, c'est là où aussi on s'est rendu compte que les temps les temps imposés par des institutions et le temps qui est celui des bénévoles, des acteurs sur place sont complètement différents. Et de notre temps aussi, de designers professionnels. Donc, on se trouve tous autour d'une table où des fois les invités sont pas là. Je ne sais pas si c'est des choses qui vous arrivent. Comment est-ce qu'on peut faire, nous, avec notre savoir-faire, pour que cette impasse ne se crée pas? Parce que c'est des projets qui parfois sont coûteux, qui demandent du temps, les énergies des administrateurs et des administrés. Donc, comment notre rôle peut être celui de veiller aussi à la montre, qui peut donner quoi, quand. L'histoire des objectifs, c'est très important. Ça, on ne peut pas le faire seul en tant que designer. Et vous, quand vous serez professionnel, vous le rendrez compte. C'est vraiment un travail d'équipe. Le designer ne peut pas tout résoudre. Il faut
un cahier de charges correct. Et un cahier de charges se fait avec les usagers, pas seulement avec une idée politique, un plan quinquennal. Euh, et, et ce qui est difficile aussi, je pense, c'est de faire comprendre aux administrateurs qu'on peut être dans un projet qui évolue. Il n'y a rien de mal à qu'un projet change, mais comment leur permettre cette élasticité quand ils sont peut-être coincés dans des institutions qui demandent des résultats, qui demandent des photos Instagrammables ou des projets communicables ou des données. Des fois, les questionnaires pour quantifier les choses qui ont été faites, c'est ahurissant. On ne peut pas répondre combien de gens il y avait le jour X. C'est pas, il y avait une foule. Combien de gens ont répondu? Bah, 3, mais en même temps, off the records, on a parlé avec 60 personnes. Voilà, c'est comment on peut mettre en assonance tous ces outils que nous avons, que vous avez, s'il y a des administrateurs ici. Et puis, pourquoi ne pas faire plutôt que faire? Ça, c'est aussi une question qu'on se pose à la fin. C'était la question d'ajouter un autre panneau à un parcours. Est-ce qu'on fait des multistrates de projet design? Est-ce qu'à un moment donné, on se retire? Est-ce qu'on fait moins pour que ça fasse plus de sens? Ça, c'est toutes les questions qu'on se pose nous aujourd'hui et que auxquelles vous serez confrontés prochainement. Oui, oui. On a trouvé que vraiment en amont de démarrage de chaque projet, c'est vraiment important de clarifier les objectifs pour différents acteurs, de faire confiance aux usagers qui connaissent très bien le terrain, qui savent ce qu'il leur faut. Donc c'est aussi justement intéressant. En fait, oui, je pense que ce qui a été des perturbants, c'est que c'était un projet recherche. Donc, il faut aussi se donner ce droit à ce que le projet change de voie. C'est-à-dire que peut-être qu'après une phase d'analyse, on se rend compte que la demande initiale, elle n'est pas juste par rapport à ce qu'on vient de découvrir sur place. Et c'est intéressant de pouvoir bifurquer pour créer un autre type de projet que ce qu'on a imaginé à la base. C'est embêtant pour les designers aussi. Hein. C'est embêtant aussi, c'est embêtant pour tout le monde. Et donc peut-être enfin la question, question finale, c'est voilà quel est vraiment le rôle du designer dans une démarche participative. Donc, Est-ce qu'il y a une première question pour Costanza et Monica? Bonjour, merci. Moi, j'avais plutôt une question par rapport à la façon dont vous avez créé votre duo ou potentiel trio, enfin, et comment est-ce que vous fonctionnez ensemble? Est-ce que ça fait plusieurs années, etc., etc. On parle de bruit. On dit comme un exemple. oui. Alors, chacune de nous est installée en tant qu'indépendante, maison des artistes ou indépendant. Et il se trouve que pour répondre aux appels d'offres, c'est souvent des appels d'offres, il faut faire des équipes un peu plus étoffées avec des compétences différentes. Donc, on fonctionne de façon différente, avec des équipes à géométrie variable. Je travaille pas mal avec des scénographes pour les musées. Et pour ce type de projet, on a créé une collectif informel, mais qui a quand même un nom qui s'appelle Atelier Bruit, dans lequel 4 ou 5 indépendants différents se mettent ensemble pour répondre à un projet. Donc techniquement, il y en a un parmi nous qui répond officiellement à l'appel d'offres, mais qui intègre de la phase de conception des collègues tous au même niveau. Bien sûr, il y en a quelqu'un qui doit prendre l'administration, mais nous travaillons ensemble dans la conception, dans la réalisation, dans le suivi. Et C'est aussi assez expérimental comme manière de travailler. D'habitude, c'est plutôt des studios. Tu vas travailler pour un studio avec une hiérarchie, on va dire, des designers. Nous, on a décidé de tester une manière horizontale. Donc, peu importe notre âge, notre expérience, on va s'associer et on va travailler vraiment ensemble sur l'ensemble du projet. Mais c'est assez unique comme manière de faire. Et d'ailleurs, on n'a pas de structure juridique. Donc voilà, on est juste indépendant et on trouve des projets, des sujets qui nous intéressent et on se lance.
Et c'est, je pense, de plus en plus facile que les administrations acceptent cette façon. Avant, c'était l'agence, il y avait que les agences qui pouvaient répondre à ce type de demande. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a une sensibilité accrue. Ouais. Je pense que c'est plus apprécié d'avoir des collaborateurs avec leur singularité que de travailler avec une agence qui a un seul, pas une proposition, mais qui a qu'une forme de réponse, alors que quand on est plusieurs, je trouve que et c'est pour ça que c'est accepté. Par exemple, le Parc des Volcans d'Auvergne, ils font pareil. Il y a une troupe de théâtre, il y a des graphistes qui se mélangent et qui répondent à un appel. Et c'est beaucoup plus vivant et voilà. C'est moins sclérosé dans une seule réponse agence convenue, quoi. Alors, je vais revenir un petit peu sur la manière que vous avez eu de fonctionner et les constats que vous faites à la fin, qui sont quand même des constats relativement documentés dans l'histoire des démarches participatives et du design des dispositifs participatifs. Je voulais savoir demain, si vous aviez exactement la même question que la vallée du Dorlay, qu'est-ce que vous mettriez comme a priori pour ne pas tomber dans les mêmes écueils, notamment vis-à-vis ce qu'on pourrait appeler encore du commanditaire, pour le coup. Comment vous vous préserveriez de ne pas aboutir au même constat un petit peu, j'allais dire, contre-productif dans l'idée de la participation, pour le coup, puisqu'on arrive à un moment donné à un écueil qui est entre l'instance demandante, qui est quand même pris dans votre cas par les phénomènes d'attractivité territoriale, et puis la demande des habitants qui s'avère tout autre que celle qui était initialement prévue. Voilà. Comment demain vous allez procéder pour vous éviter cet écueil-là? Je pense qu'on pourrait justement relater de cette expérience si on trouvait des oreilles attentives. Est-ce qu'on arriverait au bout? Probablement, on trouverait des interlocuteurs compatissants, prêts à l'écoute, mais je ne suis pas sûre que dans la pratique, on pourrait arriver à une autre solution que celle, non, un autre déroulement que celui qu'on a eu aujourd'hui, parce que c'est vraiment c'est des intérêts non pas en compétition, mais qui n'ont pas la même ondulation. Je ne sais pas. Je pense que le projet, il se fait en fait à l'étape justement de la programmation. On conçoit un projet et on crée un cahier de charge. Et en fait, si le cahier de charge à la base, il est mal conçu, le designer, il ne peut rien faire pour le changer. Ce qui s'est aussi passé avec le projet de Saint-Quentin en Yvelines, en cours de travail, on s'est rendu compte que ce dont a besoin la communauté de communes, ce n'est pas la signalétique, mais des objets de communication. Euh, donc voilà, nous on a été bloqués. On a signé pour un cahier de charge, on le fait jusqu'au bout, mais on se rend bien compte que notre réponse ne satisfait pas les commanditaires parce qu'à la base, ça a été mal conçu. Donc une réponse pourrait être plus de designers dans les administrations, ou alors une éducation des administrateurs à la question du design comme outil, non pas comme Oui, oui, parce que c'est vrai que je rebondis aussi ce qui a été dit au début, mais le design, il peut être pensé comme une pratique un peu de promotion territoriale. Et en fait, il faut aussi savoir que le design, c'est aussi une méthodologie qui peut être complètement invisible. Et donc, on peut ne pas donner naissance à un projet qui est beau, qui est photographiable, instagrammable, à montrer sur des réseaux sociaux. Et donc, je pense il faut aussi un travail pédagogique pour faire comprendre que le design, c'est pas que faire des jolies choses, c'est aussi de proposer une méthodologie de travail et potentiellement à la fin, et surtout pour des projets de recherche, on peut arriver à rien. Et c'est pas grave, pas à rien, parce qu'on a produit pour ce projet un dossier de 120 pages d'études, d'analyses, voilà. Donc, c'est intéressant, mais plutôt que d'arriver à rien, on peut arriver à décider de ne rien faire, plutôt de c'est ça. faire quelque chose qui n'a pas de sens ou qui est un sparadrap ou une opération esthétique. Vous avez insisté sur le fait que c'était une démarche participative et j'aurais besoin en fait d'un exemple et d'une réponse à une question que je me suis posée en vous écoutant relativement aux outils auxquels vous avez abouti. Par exemple, ces fameux lacets. Où s'est arrêté votre rôle de facilitatrice
et où a commencé vraiment votre rôle de designer? Ou pour poser la question autrement, à qui revient l'idée, en quelque sorte, au sens créatif du terme, du lacet? Et ben, un des ateliers, c'était un immense brainstorming. On se posait la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer des signes euh, euh, avec lesquels on pourrait équiper en fait les habitants qui faisaient partie de l'atelier mobilité sur place pour qu'on les reconnaisse. Donc, par exemple, il y avait plein d'idées qui étaient lancées, des gilets jaunes pour les cyclistes avec un logo, des casquettes, des t-shirts. D'ailleurs, t-shirts on a fait. Euh, et je pense qu'il y a aussi cette idée de lacets qui est arrivée. Mais pourquoi les lacets? Parce que sur place, on a des possibilités de production locale de lacets. Donc, je pense que c'était une idée commune. Nous, on a choisi les couleurs. Le lacet, parce que le lacet, il est utilisé par celui qui fait du vélo, celui qui marche, celui qui conduit sa voiture. Donc, c'est vraiment un élément commun à ces trois moyens de locomotion. Et l'histoire de... On est parti de l'histoire des data. C'est-à-dire, souvent, les gens qui participaient à l'atelier ont dit, mais nous, en vacances, on a choisi désormais de partir à vélo, d'aller plus près. Comment est-ce qu'on peut communiquer cette chose aux autres sans être pédant, sans vouloir faire la morale, etc., etc. Donc cet objet qui est un objet un peu drôle, qu'on a envie de posséder, est vraiment pour eux un outil, une occasion d'aller toucher certains arguments. Pourquoi j'ai besoin de prendre la voiture tous les jours pour aller travailler? Peut-être pas. Et Oui, notre rôle, je pense que c'est comme on est devenu chef de projet, c'est-à-dire que on a organisé l'atelier, on a pris une décision ensemble et après on s'est occupé de la production. On a interchangé avec le musée des Tressés Lacets pour produire. On a créé les cartes postales qui les accompagnent. Euh, on a organisé des ateliers après pour bien emballer les lacets, les coller sur les cartes postales. Voilà. Et ensuite, on les offre à la population locale et en fait, c'est eux qui s'emparent de l'objet pour faire de la médiation. Merci pour cette présentation. J'ai trouvé vraiment très intéressant, donc, notamment sur la vallée du Dorlay avec les difficultés que vous avez rencontrées et les hiatus en fait que vous avez vraiment touché du doigt dans votre action. Enfin, à mon sens, il y a, pour mon expérience d'élu territorial, souvent les financements sont à un niveau, au niveau d'une agglo par exemple, et la problématique, elle se trouve au niveau de la proximité, c'est-à-dire au niveau d'une commune et de communautés d'habitants. Et c'est vrai que le lien entre ces communautés d'habitants qui peuvent être exprimées dans des actions menées par une commune, hein, dans un tout petit cercle, n'arrive pas forcément à remonter, à se connecter avec des approches macro de planification territoriale et autres. Et souvent, ce sont plutôt les agglos qui sont en lien avec des financements européens et de cet ordre-là, hein, puisqu'il faut quand même des financements pour faire ce genre de projet. Et le lien ne se fait pas. Et donc, je pense que vous avez été au cœur de ce hiatus-là. Vous travaillez pour une agglo et vous vous êtes rendu compte, et moi j'ai beaucoup apprécié cette approche, où vous avez dit les habitants, ils ont déjà créé le lien, cette communauté. Vous l'avez mise en évidence et je pense que vous l'avez fait avancer, cette communauté. Mais vous étiez au cœur de cette contradiction finalement entre des objectifs qui sont très différents, entre une planification territoriale très très macro et avec des enjeux de communication et autres, et du besoin local de communauté d'habitants. selon vous, où est-ce que se situe ce nœud qui empêche justement cette fluidification de... Allez-y. Alors, c'est un peu long peut-être à expliquer, hein, dans la logique de l'élu, il doit y avoir des choses qui se voient à tout niveau. Et compte tenu du millefeuille territorial français où on a la commune, la communauté de communes, des agglos, des départements, etc., il y a des enjeux de territoire d'action publique. Et parfois, ces territoires d'action publique, ils doivent être
il faut un petit peu les tordre. Et c'est là que dès qu'on veut tordre des choses, travailler plus en mode projet, travailler en interservice, en intercollectivité, ça devient très très compliqué et très lourd. Alors moi je pense que le designer il peut aider à faire prendre une mayonnaise de projet. Donc quand un projet est vraiment enthousiasmant, peut-être que vous allez engager des élus qui vont se dire mais c'est bien sûr, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on dise aux services qu'ils vont travailler ensemble, etc. Je pense que l'action du designer, elle peut être là pour une prise de conscience, mais vous devez rencontrer des élus qui ont un petit peu l'envie sur ce type de projet. Il faut savoir que c'est très difficile de ne pas travailler dans un silo étroit. Voilà, on est élu sur un domaine et on ne sort pas de son domaine. C'est la problématique du silotage. Et c'est vrai que le designer, il est sur de la transversalité. Et c'est toujours assez difficile de travailler sur de la transversalité dans les grosses organisations, que ce soit des collectivités territoriales, des entreprises ou autres. Créer ça, c'est difficile. Pour aller plus loin, donc notre projet, donc, il s'inscrit dans ce projet mené par les villes de design UNESCO. Et donc, il y a une édition qui est sortie avec le cas de 10 pays qui ont construit les projets, dans le nôtre, mais il y en a 9 autres. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que chaque projet a eu des problématiques à la fois différentes, similaires, et que globalement, mener des projets dans l'espace public, des projets expérimentaux, c'est toujours un peu compliqué. Et donc, par exemple, rien que proposer des aménagements urbains un peu expérimentaux, rien que proposer un bon, par exemple, ça nécessite énormément de démarches administratives, de validation. Et en fait, des projets qui se voulaient à la base spontanés et collectifs s'essoufflent un petit peu avec toute cette tous ces besoins structure. Oui, oui, oui. Mais voilà, c'est très intéressant dans ce livre de voir tous les autres cas. Et donc, si on posait maintenant, qu'est-ce que c'est selon vous la mobilité? Est-ce que vous aurez d'autres réponses? Ah oui. Bonjour. Alors pour ma part, j'ai habité en Haute-Loire sur un territoire rural où il y avait des enjeux assez semblables. Et donc, il y avait une voie verte qui était déjà présente depuis des années, toute une signalétique, une communication pour inviter les gens à l'utiliser. Mais moi, ce que j'observais, c'est qu'en fait, il y avait, du coup, ça restait une pratique qui se limitait à du tourisme, ou à des gens qui limite vont faire une balade le dimanche, parfois à l'arrière de leur voiture, mais voilà, il n'y avait pas vraiment de culture vélo au quotidien, en fait, dans le village où j'habitais. Et peut-être c'était le même cas pour vous, mais il y avait un petit noyau d'habitants ou d'habitantes qui essayaient, voilà, de faire de la réparation de vélo ou de promouvoir cette pratique. Donc moi, la question que je me pose, c'est, une fois qu'on a mis en place cette voie verte ou cette signalétique, bah, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas pour embarquer le plus grand nombre, le public qu'on voit pas, par exemple, dans les ateliers, quoi. Il y a un grand pas entre la production des dispositifs utiles et ensuite la mise en place des pratiques. Nous, par exemple, ce qu'on voulait faire, c'est justement d'organiser des moments où on fait du vélo ensemble, on marche ensemble, pour aussi euh, avoir ces moments de partage. Et on voulait montrer aussi sur le territoire que voilà, c'est possible. Donc pas juste installer les panneaux, mais aussi les habiter en fait ces lieux-là, les rendre vivants. Euh, Oui, ce dont vous parlez, c'est aussi un changement sociétal. Nous, en tant que designer et vous, en tant qu'habitant, vous faites votre part. Vous utilisez les choses qui sont à disposition, vous donnez l'exemple. Après, à quel moment on arrive à ce niveau qui fait basculer, que de plus en plus de personnes utilisent pour des buts utilitaires, quelque chose qui est prévu pour un but récréatif. Et ça, voilà, c'est une action qui se passe à tout niveau, en ville comme en la campagne. Donc, c'est pas pour autant qu'il faut arrêter d'en faire. Parce que sinon... Oui, mais c'est vrai que par exemple, lors des ateliers, on s'est rendu compte que on posait la question, mais pourquoi vous utilisez plus du vélo, par exemple, que la voiture? Et souvent, c'était des raisons économiques, par exemple. Avec ces derniers temps, le coût de l'essence qui monte, et en plus des financements publics possibles pour l'achat de vélos électriques, et ben, les gens, ils vont tester cette solution-là. Donc,
Voilà, j'ai pas de réponse à cette question, mais je pense que voilà, il y a plein d'enjeux différents. Et nous, on voulait juste montrer que, en fait, déjà que c'est possible, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que juste, en fait, c'est infaisable. Là, on est dans une vallée qui est assez montagneuse. Vraiment, comme ça, de l'extérieur, on a l'impression que c'est impossible d'y aller à pied ou à un vélo. Et rien que le faire, vraiment, ça change de perspective, de montrer que c'est possible, c'est déjà énorme. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui tentent parce qu'ils voient les autres faire. Donc, je pense, si on se met tous à changer nos pratiques, en fait, ça va devenir une boule de neige qui va entraîner les autres. C'est possible si tu prévois dans ta journée 1 heure de plus. 1 heure de plus que tu n'utilises pas pour faire 10 minutes en voiture pour arriver plus vite à la maison et puis regarder une série, par exemple. C'est une question de priorité. Donc, c'est à quoi on utilise notre temps. Non, mais en fait, parce que moi, j'aime beaucoup votre projet, puis ça me relance dans plein de choses. Et en fait, quand vous parlez de la mobilité, là, vous parlez de la mobilité, bien sûr, du vélo, la mobilité douce, mais moi, je remets ça aussi à la mobilité du designer. Parce que quand vous mettez votre question là au tableau que j'ai depuis maintenant 5 minutes, et en fait, c'est très bien, hein, on va y répondre. Je pense que le rôle du designer, il est assez important parce qu'il doit être mobile. Vous êtes des designers médiateurs, c'est un peu votre rôle aussi ici, parce que vous avez fait la connexion entre les élus, le public. Donc voilà, donc le rôle du designer, c'est ça aussi. C'est que vous êtes designer médiateur et ça tombe bien que vous ayez montré l'exemple de la parution, parce que quand on est designer, on doit aussi rendre compte, et on rendre compte par l'image, et c'est comme ça que des élus aussi se reconnaissent dans un projet, parce qu'il y a un résultat qui est montré. Donc c'est aussi votre rôle de rendre compte en tant que designer. Voilà, je voulais dire. C'était une question, mais bon, c'était pas dans le sens de votre travail. Peut-être pour conclure, on peut juste montrer cette image donc, qui a été créée récemment et qui est un peu un résumé de tout ce qu'on a rencontré dans la vallée du Dorlay. C'est l'ensemble des actions qu'on a découvert sur place, qu'on a créées. Alors nous, on est là. Voilà, c'est des gens qui marchent, qui utilisent des applis, qui partagent la voiture. Il y a un marché participatif. Il y a Dorlay qui passe au milieu. Et au final, en fait, c'est ce qui nous a semblé le plus intéressant, c'est de matérialiser cet écosystème, en fait. Moi, j'ai une question là sur les actions futures et tout à l'heure aussi, il y avait un peu un planning de se fera peut-être un jour. Elle en est où à la fin du projet, la communauté, enfin, vous avez dit elle avait baissé au fur et à mesure. Mais est-ce qu'il y a une poursuite qui continue sans vous de cette communauté qui était préexistante? L'atelier de la mobilité existe encore. Ils ont des actions surtout de mise en contact avec d'autres groupes de personnes qui réfléchissent à la mobilité. Donc, ils participent à des salons, de conférences, etc. Disons, c'est un projet qui a aussi amené son écho à la métropole, parce qu'il y a un projet de parcours cyclable beaucoup plus étendu. Donc, ils ont vu qu'il y a une disponibilité pour connecter cette vallée. Donc, ça, on ne connaît pas les temps. Le fait d'avoir été présente a quand même éveillé l'intérêt des maires des 3 communes. Il y en avait donc Doisieux très attentifs, les 2 autres un peu moins, mais qui ont manifesté de l'intérêt pour ce projet, pour développer à leur façon, on ne sait pas encore trop. Et puis surtout, on râle contre eux, mais le patrimoine, c'est un groupe qui s'est mis en activité à la suite de ces balades, donc ils sont en train de faire des fiches vraiment spécifiques pour faire des balades différentes. Donc, c'est des vitesses différentes qui commencent à peut-être s'essentoniser et puis petit à petit, avec le temps de la construction, les relations intercommunales feront des choses. L'atelier de réparation va voir le jour. Donc, c'est probablement pas aussi rapidement qu'on aurait souhaité, mais il y a des choses qui viennent et à chaque fois qu'on revient, on a des informations sur des choses qui ont eu lieu. Donc, même si c'est pas c'est qu'on s'attendait les résultats immédiats. Je pense qu'il y a des graines qui sont là. Quand vous dites qu'on revient, est-ce que on revient à titre personnel ou est-ce que c'est prévu dans la commande de pouvoir revenir pour pouvoir évaluer ce qui s'est passé? C'est à titre personnel, je me suis fait avoir, je participe au bureau de l'association des centres.
Oui, tout à l'heure, l'objectif de ma question, c'était de savoir comment on fait pour générer autre chose que de la déception dans ces cas-là, parce que les dispositifs de participation ont été beaucoup utilisés par le politique d'une manière générale, hein, donc ça soulève énormément de questions pour les designers. Et en fait, vous êtes en train de répondre à la deuxième question que j'avais, et cette question qui est comment on fait pour générer autre chose que de la déception? Parce qu'on l'a vu sur les conventions citoyennes, sur d'autres, il y a énormément de dispositifs de participation qui ont été institutionnalisés et du coup qui produisent énormément de déceptions. Et vous êtes en train de dire qu'en fait, non, ça produit territorialement des effets qui sont pas forcément les effets aussi manifestes ou directement valorisables qu'on avait prévus, mais néanmoins, il y a ces effets-là. Et comment rétroactivement, on peut se dire c'est ces effets-là qui sont quand même essentiels parce que c'est ce qui va rester sur le territoire, indépendamment qu'on ait fait la signalétique ou pas, mais il y a quand même des effets sur les individus habitants et comment on les réintègre dans la création de ces dispositifs de participation. C'est vrai qu'il y a tous ces petits signaux faibles, et faibles aussi parce qu'on n'est pas là pour témoigner. Ils étaient là avant nous et ils sont là après nous. Qu'est-ce on peut en faire? Moi, je pensais encore ici l'éducation des administrateurs, des collectivités territoriales, d'être attentifs à des choses qui sont là. Comment on leur donne la place, comment on les aide aussi. Aider, ça ne veut pas dire faire à leur place. Aider, ça veut dire être attentif aux demandes, parce que des fois, les gens font des demandes d'accompagnement, et aussi des fois de ne pas accompagner, de laisser les gens faire, parce que c'est comme ça qu'une activité s'ancre vraiment dans son territoire. Moi, l'impression que j'ai eue, c'était, moi, je trouve que le projet, il est plutôt, au final, réussi et qu'il y a plein de choses qui étaient faites et qui continuent de se faire. Et bizarrement, les habitants sur place sont déçus, alors qu'ils font plein de choses déjà. Enfin, moi, je les trouve super engagés, super forts dans ce qu'ils font. Voilà, donc c'est aussi peut-être leur donner un peu de confiance en eux pour dire, voilà, enfin, nous, par exemple, l'objectif aussi de créer cette carte, à la fin, c'était pour leur montrer, mais regardez tout ce que vous faites déjà, quoi. C'est génial. Ça tombe pas à l'eau, ça continue. C'est super, quoi. Eh ben, merci beaucoup pour votre présentation et vos participations. C'était très riche. Du coup, peut-être pour revenir sur la suite du cycle de conférences, donc la prochaine conférence aura lieu le lundi 8 décembre à 12h30 et donc sur le sujet design et commun avec Sylvia Fredriksson. Ensuite, le 3 février, design et commun négatif avec Alexandre Monin. Et pour finir, donc, ce sera un cycle co-organisé donc avec le lycée DSA d'Argouges, design et autonomie avec l'atelier paysan.